C'est cool, juste la polarité, parce que c'est souvent une question que les gens qui veulent recevoir un soin, ils se demandent c'est quoi que ça mange en hiver, pourquoi ça s'appelle polarité. En fait, quand on a un problème de dents, on va voir un dentiste. Puis quand on a un problème électrique, on va voir un électricien. Fait que si on va voir un polariste, c'est parce qu'on a un problème de pôle. En fait, c'est quoi un problème de pôle? Essentiellement, toute personne, tout être vivant, en fait, possède trois pôles qui harmonisent son être dans son ensemble. En fait, il y a un pôle, je dirais, matériel qui permet à la personne de concrétiser ses expériences de vie. Il y a aussi un pôle, je dirais, plus actif. C'est le travail pratico-pratique, on dirait, le faire. Et puis, il y a un troisième pôle qui est un pôle plus subtil, qui est un pôle de créativité. C'est-à-dire, c'est tous nos plans, nos idées, nos projets résident dans un pôle de créativité. En fait, la polarité descend de la tradition indienne qui reconnaissent également ces trois pôles. Et puis, ces trois pôles, lorsqu'ils sont en équilibre, permettent à la personne de réaliser ses principes de vie, ses objectifs. On dirait, en fait, réaliser son âme, son essence. Il y a plusieurs termes pour désigner, en fait, tout ce vocable. Et puis, le problème arrive lorsque l'énergie est concentrée dans un ou deux pôles et non pas dans les trois. C'est pour ça qu'on va souvent voir en polarité, vous allez voir lire des textes qui disent l'énergie est dépolarisée, c'est-à-dire qu'elle est concentrée dans un ou deux pôles. En fait, pour que la santé soit optimale chez une personne, il faut que l'énergie circule dans les trois pôles, c'est-à-dire qu'on soit en mesure de réaliser nos projets avec nos intentions claires et puis qu'on concrétise des résultats suite à l'élaboration de nos projets. Donc, si les personnes développent des projets et les réalisent, et ils sont constamment, si vous voulez, en train de développer des expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, en fait, ça leur permet d'apprendre de la vie. En fait, la vie, c'est comme une série d'expériences. Et donc, si ces expériences-là, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, permettent à la personne de grandir, bien, tranquillement, pas vite, elle se dirige, elle s'en va vers la réalisation d'elle-même. Dans la théorie du yoga, plusieurs personnes, plusieurs auteurs ont dit, bon, ça peut prendre une vie, ça peut prendre plusieurs vies. En fait, c'est controversé comme idée. C'est une vie ou plusieurs vies, mais supposons qu'on a une seule vie. Si on reste, par exemple, strictement dans le plan des idées, des projets, eh bien, la personne va beaucoup réfléchir, va avoir tendance à développer un mental fort, mais elle ne mettra pas nécessairement en action ce qu'elle veut faire, et puis elle pourra pas récolter quelque chose à ses idées qu'elle veut réaliser. Par exemple, ça m'arrive souvent de voir des gens en soins qui disent, je sais pas quoi faire de ma vie, je voudrais réaliser telle chose, j'ai un plan de faire ci, de faire ça. Et puis, quand on va plus loin, on scrute un peu l'historique de la personne, on s'aperçoit qu'elle a pas beaucoup mis en pratique, pas beaucoup mis en action les projets, ses plans ou ses idéaux, en fait. Et puis, quand on se retrouve dans cette situation-là, eh bien, la personne va développer à long terme plusieurs choses, mais une des choses qui va surtout être prédominante, ça va être des phénomènes reliés à l'anxiété. Par exemple, je dirais qu'une personne qui se soucie de vouloir faire quelque chose, qui n'arrive pas à concrétiser quelque chose, eh bien, elle va toujours aller dans son mental pour essayer de voir et de réfléchir pourquoi qu'elle ne se réalise pas, pourquoi qu'elle elle est toujours constamment insatisfaite de la vie. Bon, et puis ça à long terme, ça développe, je dirais, des problèmes au niveau, comme je disais tantôt, de l'anxiété. Ça, c'est un pôle qu'on a vu. Le deuxième pôle, c'est le pôle de l'action. Si la personne travaille trop et dans ce qu'on appelle l'activite, ce qu'on va avoir tendance à observer, la personne va se brûler. Hein, et on va faire des burn-out personnels, professionnels, est impliquée dans beaucoup trop de projets.
il y a plusieurs personnes que j'ai rencontrées, et puis c'est commun dans la société d'aujourd'hui de voir des gens qui sont impliqués dans 25 projets. Ils ont les agendas bookés. Si tu veux prendre un café avec eux, ben il faut quasiment prendre rendez-vous 1 mois ou 2 mois, ou plusieurs mois à l'avance. Donc, on perd la spontanéité, puis on se demande aussi pourquoi avoir tant de projets. Il y a quelque chose sous-jacent. Et puis, dans l'autre situation, eh bien, la personne peut avoir des problèmes de pouvoir personnel, d'estime d'elle-même. Donc, elle a aussi de la misère à mettre en action des projets ou des idées qu'elle voudrait faire. Elle va plutôt réaliser les projets des autres plutôt que réaliser ses propres projets. Et puis ça, c'est propice de développer des maladies inflammatoires. On parle de ce pôle-là comme un pôle d'action, un pôle d'une énergie de feu. Donc, s'il y a un déséquilibre au niveau de l'énergie du feu, c'est que la personne ne réalise pas exactement ce qu'elle voudrait réaliser, mais on va avoir tendance à développer ces genres de maladies, ou à la limite aussi, on peut développer des maladies comme l'épuisement professionnel, etc. Et puis dans l'autre pôle, on a un pôle plus de tangible, plus concret. Et puis beaucoup de gens sont dans cette situation où ils ont une vie reliée et plutôt tissée avec la formation qu'ils ont eue dans leur jeunesse, avec la culture qu'ils ont eue. Et puis ils travaillent à faire une vie au quotidien sans vraiment vouloir réaliser ou sans vraiment penser à réaliser leur essence profonde ou leur talent, de sorte qu'ils travaillent pour réaliser les projets de quelqu'un d'autre et puis les idées de quelqu'un d'autre. Et puis, à long terme, ce que ça fait, ça a tendance à créer une situation où la personne se sent pris dans un monde qui n'est pas le sien. Et puis, ce qu'on observe, c'est des phénomènes reliés à la dépression. Donc, on peut dire qu'il y a dans la société 3 mots principaux qui sont reliés à ces déséquilibres, qui sont la dépression, les maladies inflammatoires et puis l'anxiété. C'est les 3 grands mots qui au niveau psychologique, affectent les personnes. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire en polarité, c'est de rééquilibrer ces pôles-là pour faire en sorte que la personne retrouve un cycle de vie normal, c'est-à-dire qu'elle ait des idées, des plans, des projets, et soit capable de prendre conscience, de les mettre en action et puis de réaliser, de récolter le résultat. On voit aussi beaucoup de gens qui ont des bonnes idées, ils travaillent fort, mais ils n'ont pas de résultat. Donc, ou ils considèrent qu'ils n'ont pas de résultat. Donc, la polarité va réveiller les ressources des personnes pour amener ce cycle de vie-là. Et puis, si ce cycle de vie-là est ramené dans la personne, eh bien, la personne est non seulement en santé, mais elle va développer une joie de vivre, elle va être heureuse, elle va développer un équilibre personnel et un bonheur personnel. Oui. Ça fait partie de la couronne active. Oui, la couronne active. Dans les 3 pôles, c'est divisé, si vous voulez. En fait, les 3 pôles agissent comme des forces. Les forces de la personne sont des forces qu'on peut aussi retrouver ailleurs dans l'univers, que ce soit le neutron ou l'électron, le proton. Ces particules-là agissent selon des forces. Il y a toutes sortes de forces, mais ce sont les mêmes forces qui agissent chez la personne. La personne, donc, elle a une force, je dirais, centripète, c'est-à-dire une force qui ramène de l'extérieur vers l'intérieur pour donner une stabilité à la personne, aussi une intégrité à la personne. On appelle ça, dans le lexique indien, le tamas. Le tamas comprend les éléments terre et eau. Ce sont des éléments tangibles chez la personne. Et puis, vous avez un autre pôle où la force principale, c'est la force centrifuge, une force qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis, c'est relié à l'élément feu. Et puis, la 3e force, une force beaucoup plus subtile, on appelle ça le sattva, qui regroupe les éléments air et terre qui sont responsables de l'initiation chez la personne d'intentions, de projets, d'idées, de plans, etc. Puis, cette force est en équilibre lorsque la personne réalise ses propres projets, ses propres idées, ses propres plans. Donc, ensemble, ces 3 forces réalisent
si vous voulez, le savoir-être de la personne et puis permet à la personne d'être en santé. Le rôle du polariste va être de faire, dans son possible, pour que la personne prenne conscience, premièrement, de ses déséquilibres. Et lorsqu'elle prend conscience de ses déséquilibres, eh bien, elle va trouver des moyens pour mettre en place des actions ou des gestes qui vont favoriser un plus grand équilibre. En ce sens-là, la polarité est un soin holistique, c'est-à-dire qu'on utilise, on suppose, on fait en sorte que la personne utilise ses propres ressources à elle pour pouvoir retrouver la santé et se rééquilibrer par elle-même. Donc, on n'essaie pas en polarité d'intervenir sur la personne, on essaie plutôt d'agir comme accompagnateur. En fait, on est moins soignant qu'accompagnateur, c'est-à-dire qu'on va accompagner la personne dans son processus d'auto-guérison. Et puis ça va permettre à la personne de prendre les actions et faire les gestes nécessaires pour s'auto-guérir, en fait, puis se prendre en main. C'est quoi notre rôle à nous comme polaristes? C'est de faire en sorte d'utiliser des techniques, des moyens pour faire bouger cette énergie-là quand il y a un pôle qui est en déséquilibre. Par exemple, si on est dans le pôle Tamar, c'est-à-dire que les personnes sont trop dans la matière, trop dans le concret des choses, qui est une bonne partie de la population, notre objectif va être de faire en sorte de faire bouger cette énergie-là, c'est-à-dire qu'on va mettre du mouvement dans l'énergie. Donc, il y a des contacts énergétiques, mais il y a beaucoup aussi de mouvements très dynamiques dans le corps qui peuvent faire bouger l'énergie. Et puis, la polarité, c'est pas une méthode exclusive. Elle sait très bien s'accompagner aussi de d'autres méthodes. Donc, si on veut faire bouger l'énergie au niveau du tamas, au niveau de la matière, on peut très bien aussi utiliser d'autres méthodes. On peut utiliser, par exemple, le massage. On peut suggérer à la personne de faire des activités physiques pour faire bouger l'énergie, etc. Et puis, quand on est dans le pôle plus feu, plus action, eh bien là, on va faire des soins pour équilibrer le feu, mais aussi, on peut se servir, par exemple, de l'Ayurveda qui va nous donner des idées avec l'alimentation, afin de pouvoir réguler le feu, afin de l'équilibrer. Aussi, d'autres types de yoga peuvent également s'appliquer. Par exemple, si on veut travailler sur notre énergie feu, le Kundalini Yoga, par exemple, est une bonne stratégie pour équilibrer notre feu. Il y en a d'autres aussi également. Puis lorsqu'on travaille dans le pôle sattvique, dans le sattva, dans la force subtile de la personne, dans l'énergie subtile de la personne, mais ce qu'on essaie de faire, on essaie d'équilibrer ça, mais il y a plusieurs outils encore. Il y a des contacts en polarité, des contacts énergétiques, mais il y a aussi d'autres soins qu'on peut mettre, par exemple des soins sonores ou tout autre soin qui sont en mesure de faire réveiller, sont en mesure de réveiller l'énergie subtile de la personne. En fait, je dirais que c'est ça qu'on cherche à faire. Les gens disent, d'où vient la polarité? Bon, ça a été créé par le Dr. Stone, qui était un médecin ostéopathe, chiropraticien qui est né en Autriche, mais qui est émigré aux États-Unis quand il était jeune, au début des années 1910, 1915, 1920, dans ces eaux-là. Mais lui, il travaillait pour faire une médecine efficace. Il s'est aperçu que en faisant de la chiropratie, en faisant différents soins plutôt techniques, il s'est aperçu qu'il n'y avait pas vraiment de résultats à long terme, en sens que il faisait bouger la colonne vertébrale, il donnait des soins, et puis la personne revenait constamment pour le même problème. C'est qu'il s'est aperçu qu'il travaillait sur les symptômes, puis lui s'est dit, j'aimerais plutôt travailler sur la cause pour avoir des effets de longue durée, un effet de long terme sur la personne. C'est pour ça qu'il s'est dit que la médecine traditionnelle, même à l'époque, aujourd'hui, c'est considéré une médecine de charlatan. À l'époque, même si c'était considéré comme la médecine, lui, il considérait que son approche, l'approche qu'il avait appris, était insuffisante pour traiter les gens à long terme. Donc, ce qu'il a fait, il a exploré différentes approches. Il était aux États-Unis voir les tribus autochtones, il était en Amérique centrale, il a voyagé en Europe, partout ailleurs aux États-Unis, il était en Chine, en Inde, etc. Et puis,
il y a vraiment eu le déclic quand il a été en Inde, en sens que la philosophie indienne correspondait très bien à ce que lui voulait faire, c'est que la philosophie indienne du yoga essaie de trouver des solutions pour que la personne s'harmonise à long terme. Donc, lui, il s'est beaucoup inspiré de la tradition du yoga pour mettre en place sa méthode. C'est qu'en fait, il a pris la médecine ayurvédique, le yoga et d'autres aspects des soins indiens. Il l'a traduit dans un langage occidental. Il a apporté évidemment toutes ses connaissances de chiropraticien, d'ostéopathe, etc. Ils ont fusionné ces deux approches-là pour faire ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la polarité. Il a sorti un premier livre à la fin des années 40 qui explique un peu les fondements de l'approche. Et puis, il a écrit aussi d'autres livres parallèlement dans les années 50 jusqu'au début des années 60. On peut dire finalement qu'il a écrit 5 livres regroupés sur 2 tomes. Je pourrais dire finalement que les livres 3 et 4 sont les livres de maturité du Dr. Stone. Et puis, essentiellement, il base toute son approche sur la théorie du yoga. Donc, ce sont les mêmes racines. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait du yoga, qui s'intéresse à l'Ayurveda ou à la polarité, ce sont exactement les mêmes théories. Les concepts sont interchangeables. On peut parler de dosha, vata, pitta, kapha, et puis on va retrouver les pôles en polarité, sattva, raja et puis tamar. Ce sont exactement à peu près les mêmes concepts. Et puis tout ça se mêle ensemble et ça fait une approche riche en sens qu'on intègre l'Ayurveda, le yoga et puis la polarité en elle-même. Donc, la polarité, c'est plus le soin comme tel. L'Ayurveda, c'est plus la diète, les exercices. Tandis que le yoga, c'est vraiment les respirations, les postures, afin de faire circuler l'énergie. Donc, c'est important à dire parce que souvent, on voit au Québec et ailleurs, on semble être un peu confus sur l'origine de l'approche. Et puis, des fois, on dit, c'est une sous-branche du yoga ou de l'Ayurveda ou c'est un mélange de médecine chinoise et une médecine X et une médecine Y. Il y a quelques influences, comme tout le monde développe une théorie, une approche. Il y a toutes sortes d'approches, toutes sortes de philosophies. Mais on peut dire essentiellement que 90% et plus de l'approche, c'est vraiment relié à l'approche du yoga. Et puis, Stone fait d'ailleurs une apologie de l'Ayurveda. Je crois que c'est au début du livre 3. C'est un très bel hommage à l'Ayurveda qui rend au début du livre 3. En fait, il prépare la table pour vraiment aller plus profondément dans la philosophie de l'approche. Ceci dit, il y a quand même certaines, vous allez voir dans l'œuvre de Stone, certaines influences, mais ils sont mineurs. Le concept central en polarité également, c'est de dire, OK, on a des pôles, mais qu'est-ce qui fait que ces pôles-là existent? Essentiellement, l'être humain, il possède toutes sortes d'énergies. Puis ce qu'on voit aussi dans le monde concret des choses, on voit l'énergie mécanique et comme pousser quelque chose, faire un massage, c'est de l'énergie mécanique. La personne va ressentir ça comme l'énergie cinétique, un mouvement dans le corps, elle va ressentir la chaleur, qui est l'énergie thermique. Et l'énergie électrique, c'est l'énergie qu'on met dans un fil, faire fonctionner, par exemple, un réveil matin. Et puis, il y a des énergies aussi nucléaires, etc. Ça, ce sont des énergies concrètes qui existent dans la vie. Ça permet de faire fonctionner notre monde matériel. Sauf que, si on prend, par exemple, j'ai mis ça dans, par exemple, une de mes capsules. Si on prend, par exemple, une scie mécanique, on veut couper des arbres, on prend de l'essence, on charge la scie mécanique. L'essence, c'est de l'énergie chimique. Lorsqu'on l'active, le démarreur, ça fait une réaction qui transforme l'énergie de l'essence, l'énergie chimique, en énergie mécanique pour faire fonctionner la scie. Et puis, si vous êtes au repos, je mets une scie devant la table ici, j'essaie de la faire fonctionner, j'ai beau la tirer, puis elle fonctionne, elle ne va rien faire essentiellement, parce que elle doit être animée par quelque chose, c'est-à-dire que ça prend un opérateur. C'est-à-dire que pour couper du bois, pour faire quelque chose d'utile avec la scie mécanique, ça prend un opérateur, ça prend une personne qui va opérer la scie mécanique pour couper des arbres, couper des branches, faire un travail utile. Eh bien, c'est la même chose pour la personne.
C'est-à-dire que pour que la personne puisse faire quelque chose d'utile, elle a besoin d'une énergie qui va être un opérateur. C'est-à-dire que par rapport à nous-mêmes, qu'est-ce qui nous permet, qu'est-ce qui fait en sorte, qu'est-ce qui nous permet d'agir, qu'est-ce qui nous permet de réaliser nos projets, nos rêves. Il y a un principe directeur, il y a une force qui nous fait agir, qui nous fait réaliser qui on est, qui nous fait penser. Donc, dans le cas d'une mécanique, c'est une personne, mais qu'est-ce qui nous anime, nous? Qu'est-ce qui nous anime, nous, comme personne? Eh bien, c'est le concept d'énergie vitale, c'est-à-dire que c'est une énergie qui est précurseur à toutes les énergies qui est différente. C'est une énergie subtile qui, d'après la théorie du yoga, d'après des théories philosophiques également, c'est une énergie qui existe partout et cette énergie-là permet à la personne de vivre. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette énergie-là, il n'y a pas de raison de vie, il n'y a pas de raison d'être vivant. C'est l'énergie qui nous anime, on appelle ça l'énergie vitale. C'est pour ça qu'on va voir dans la tradition du yoga, on va parler de prana, vous allez voir le chi aussi en chinois, puis il y a différents noms, mais c'est essentiellement la même énergie, c'est-à-dire c'est l'énergie vitale de la personne, c'est qu'est-ce qui nous anime. En fait, quand on fait un soin en polarité ou différents soins également qui utilisent l'énergie vitale, nous, ce qu'on vise à faire, c'est d'harmoniser cette énergie-là. Et puis, lorsque cette énergie-là circule dans le corps, ben, elle se divise en 3 pôles. Et puis, elle se divise également en 5 éléments qui sont un peu, je dirais, un peu des fréquences d'énergie différentes. C'est un peu, par exemple, une maison. Je pourrais dire que le corps humain, c'est un peu comme une maison. Vous avez du 220 volts qui sert à faire fonctionner une sécheuse. Et puis, vous avez, mettons, du 110 qui sert à faire fonctionner un grille-pain. Vous avez du 40 volts qui sert à faire fonctionner un ordinateur. Vous avez un 12 volts qui sert à faire fonctionner une tablette, puis un 6 volts dans iPhone. Mais le corps humain, c'est un peu le même principe. Évidemment, on n'a pas de voltage dans l'énergie vitale, mais on a des éléments selon leur densité pour des fonctions spécifiques. On va voir que l'énergie Terre, qui est reliée au pôle du Tamas, est une énergie beaucoup plus dense. Elle sert à harmoniser les muscles, les os, etc., les systèmes plutôt lourds du corps. Et puis, vous avez... c'est équivalent aux 220 volts. Puis, si on va faire l'équivalent avec le 110, on prendrait, par exemple, l'énergie eau, qui est un peu moins dense, qui sert à harmoniser les liquides du corps. Et puis, si on va encore moins dense dans le feu, eh bien, l'équivalent du 40 volts, bien, c'est l'énergie feu. Cette énergie-là sert à harmoniser nos processus, comme la digestion, le système immunitaire et d'autres systèmes également. Et puis, si on va encore moins dense, on va arriver à l'énergie air. Cette énergie-là va permettre d'harmoniser le système nerveux, par exemple, la peau, tout ça, et d'autres aussi systèmes. Et puis finalement, l'énergie éthère, c'est la plus légère, la moins dense, la plus subtile. Cette énergie-là permet d'harmoniser la personne au niveau de sa colonne vertébrale, le diaphragme, aussi les glandes qui sont reliées le long de la colonne vertébrale. Donc, c'est 5 énergies qui découlent de ces principales forces, de ces principaux pôles qu'on a discutés, de ces 3 pôles-là. Bien, s'ils sont en équilibre, c'est-à-dire que si la vie de la personne est en équilibre, c'est-à-dire que l'énergie circule entre les 3 pôles, elle va être en santé, elle n'aura pas de problème en tant que tel d'éléments. Cependant, si la personne est en déséquilibre, elle va avoir un pôle qui est surchargé ou peu actif. Eh bien, là, il y a les éléments qui correspondent au pôle vont être en déséquilibre. Et puis, ces déséquilibres-là vont nous indiquer qu'il faut travailler sur ce pôle-là pour rétablir l'équilibre de la personne. Par exemple, si la personne est trop dans la matière, trop dans la matérialité, bien, avoir tendance à avoir un tamas, le pôle du tamas surchargé. Et puis, qu'est-ce qui va arriver? Bien, les élémentaires, eau, vont être surchargés. Et puis, l'élémentaire, comme il harmonise les muscles, il harmonise les os, bien, il va y avoir des problèmes de ce côté-là, mais également, dans la polarité, il existe des zones réflexes, des organes réflexes qui correspondent à l'élément. Vous allez voir, par exemple, dans l'élémentaire, le cou, vous allez voir l'intestin, vous allez voir le genou. Et puis, c'est fréquent de voir des gens qui sont trop dans la matérialité avoir des problèmes au niveau des intestins, par exemple. Par ailleurs,
ça peut se combiner à un problème, je dirais, de muscles ou des os. Fait que tout ça, c'est possible. Au niveau psychologique, si la personne est trop dans la terre, elle a tendance à la dépression. Fait que moi, je constate depuis environ 30-40 ans une augmentation phénoménale des consommations d'antidépresseurs. Ben, ça révèle que la majorité de la population est dans la matière, est concentrée dans des activités matérielles, puis ils négligent leur créativité, puis ils négligent aussi leurs actions qui correspondent à leurs actions justes par rapport à eux-mêmes. Donc ça, c'est une tendance. Et puis si on regarde l'énergie eau, qui fait aussi partie du pôle matériel du TAMAS, mais ce qu'on voit, c'est tous les problèmes au niveau de la circulation sanguine, lymphatique, etc. Et puis, il y a aussi les trois zones ou organes réflexes. On va voir, par exemple, dans l'eau, toute la région scapulaire, la région des seins, vous allez voir la région des organes génitaux et puis des pieds. Donc, tout problème, déséquilibre à ce niveau-là peut refléter un déséquilibre de l'élément eau en particulier. Et puis, au niveau psychologique, ce qu'on va voir dans l'élément eau, on va avoir tendance, ça va accentuer les phénomènes de dépression, mais on va aussi avoir des manifestations de problèmes de dépendance, par exemple. C'est typique à l'élément eau. Des relations aussi conflictuelles avec les personnes, relations conflictuelles dans notre entourage, c'est aussi un signe de déséquilibre de cet élément-là. Ensemble, quand on additionne la terre puis l'eau, eh bien, si on est très dans la matérialité, bien, on a tendance à développer des relations conflictuelles, des problèmes de dépression, des problèmes de dépendance. Puis quand on regarde des séries sur Netflix, moi, j'ai pas Netflix chez moi. Le peu que j'ai vu, j'ai à peu près 80% des émissions, c'est essentiellement sur ces thèmes-là, de la jalousie, de la possession de matériel, des conflits, des luttes de pouvoir. Donc, essentiellement, ce que ces émissions-là nous montrent, c'est que le reflet de la société, c'est un reflet assez juste. C'est-à-dire que c'est un monde qui est en conflit, un monde très axé sur la possession et la matière. Donc, on voit que que ce pôle-là, en fait, de TAMAS est surchargé. Donc, la meilleure stratégie pour recouvrir la santé, c'est de faire bouger la terre, l'élémentaire, bouger l'élément eau. Ça demande des soins en polarité pour harmoniser ça. Mais, comme je disais précédemment, toute action, toute possibilité pour la personne de faire bouger cette énergie-là va être bénéfique pour qu'elle puisse mettre en action et aussi vouloir réaliser ses propres idées. Donc ça, on a couvert un peu, je dirais, le pôle TAMAS, l'élémentaire et eau. Puis là, ce qu'on voit dans le feu, bien, les gens ont tendance à être en activite ou pas agir du tout. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'apathie ou dans l'activite. Donc, à ce niveau-là, quand on est trop dans l'activite, on peut faire un soin de polarité, mais on peut faire aussi du yoga plutôt lent, utiliser aussi des méthodes ayurvédiques pour manger moins épicé, manger beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus lourd pour calmer le feu. Puis, au contraire, si la personne a un feu faible, on va plutôt l'inciter à manger beaucoup plus épicé, l'inciter à faire beaucoup plus d'exercices et puis faire certains types de massages. Par exemple, si on fait un massage de type tragueur ou avec beaucoup d'ébranlement, ça va être bénéfique à la personne pour acquérir plus d'énergie feu. Et quand on parle d'énergie feu, on parle des systèmes immunitaires, on parle des systèmes digestifs. Ce sont des systèmes très importants en ce sens que le système immunitaire permet de nous mettre en garde-à-vous contre des influences extérieures. Donc, c'est un système très important. Donc, si toute notre énergie est concentrée dans la matière, toute l'énergie va là-dedans, eh bien, les situations de burn-out, les situations de déséquilibre du feu vont entraîner des déséquilibres du système digestif. Mais tant qu'à moi, je considère que le système le plus à risque, c'est le système immunitaire. On a besoin, dans ces périodes charnières qu'on vit, d'un système immunitaire fort. Donc, booster le feu, de travailler sur notre feu, c'est quelque chose que je considère assez important pour retrouver une santé,
parce que le système immunitaire, c'est un système, à mon avis, que je considère vraiment important dans notre équilibre. Ça, c'est je dirais l'élément feu, et puis le pôle, du Raja. Et puis, troisièmement, je dirais que si on va au pôle sadique, le pôle plus subtil, il y a deux éléments, l'élément air et éther. Et puis, ces éléments-là sont reliés. Si je parle de l'air, par exemple, ils sont reliés à notre système nerveux, principalement la peau. Et puis, si on a des problèmes de type nerveux, ça peut être un indicateur. Il faut faire attention, c'est pas un diagnostic, c'est juste un indicateur qu'il y a quelque chose qui n'est pas en équilibre dans notre énergie air. Donc, il existe des soins en polarité ainsi que d'autres approches en Ayurveda, en yoga et même d'autres types de soins qui peuvent nous aider à recouvrer l'équilibre de cet élément. Cet élément-là a 3 zones d'intérêt. C'est le système nerveux en général, et puis le système de la peau, et puis les organes réflexes ou les organes reliés à l'élément air. En fait, c'est la région des épaules, la région du rein, et puis la région des chevilles. Donc, en plus, si on a des problèmes au niveau des chevilles, problèmes de rein, un problème au niveau des épaules, ça peut indiquer qu'on a un déséquilibre dans cet élément. Puis finalement, l'élément éther, c'est l'élément le plus subtil. Eh bien, lorsqu'on est en déséquilibre dans cet élément-là, on a tendance à vouloir soit être narcissique ou soit être, je dirais, en quête de sens. On fait des vision quests constamment. On se pose la question, c'est quoi le sens de la vie? Qu'est-ce que je fais sur la Terre? Qu'est-ce que je voudrais faire? Je ne sais pas quoi faire de ma vie, etc. Eh bien, cet élément-là se trouve principalement relié aux glandes le long de la colonne vertébrale et ainsi qu'aux articulations. Lorsque on a des problèmes d'articulation, on a des problèmes au niveau de la colonne vertébrale, ça peut indiquer un déséquilibre de cet élément. Il existe des soins en polarité qui permettent de rétablir cet équilibre de cet élément. Encore une fois, il existe aussi d'autres approches qui nous permettent de nous guider pour retrouver l'équilibre. Donc, essentiellement, le polariste, lui, ou la polariste, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tenter de faire... Elle va probablement identifier avec la personne. C'est pas une identification, je dirais, automatique. C'est très rare qu'un polariste, une personne spécialisée en polarité, va faire un soin sans qu'il n'y ait pas une discussion avec la personne. C'est que le soin va être d'autant plus puissant lorsqu'il y a une résonance entre le client ou la personne qui reçoit le soin et le thérapeute. On appelle ça dans le langage courant, on appelle ça l'énergie d'intention. C'est-à-dire que l'énergie d'intention permet à un soin d'être efficace, c'est-à-dire qu'on identifie un objectif, un but à un soin, et puis lorsque cette énergie d'intention est mobilisée, bien, on mobilise en premier lieu l'effet placebo, qui a souvent un effet de guérison important. Donc, on utilise cet effet-là pour déjà nous mettre dans une circonstance pour que le soin soit efficace. Donc, c'est toujours une interaction entre la personne et puis le thérapeute. C'est rarement, je dois très rarement arriver dans un soin ou même à mes étudiants, ce que j'enseigne, je dois très rarement intervenir ou faire quelque chose. Je vais plutôt discuter avec la personne d'un objectif et puis on va travailler ensemble pour réaliser l'objectif et non pas, moi, je suis comme un guérisseur qui apparaît, qui va faire des contacts et puis tout va se passer par magie. Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. C'est plutôt un processus que la personne doit s'ouvrir à elle-même et puis apprendre à équilibrer sa propre vie, à équilibrer ses pôles, en fait. Moi, je suis comme le polariste ou moi-même, je vais intervenir pour faire des contacts, faire un soin qui va faire bouger les énergies des éléments ou des pôles dans lesquels on veut équilibrer. Et puis, normalement, qu'est-ce qui se passe?
il y a un phénomène de conscientisation de la personne du résultat du fait, du soin, c'est-à-dire. Si on revient à ce que je parlais de l'intention, tout soin, en fait, que ce soit en polarité ou en massage, il est constitué de 3 étapes. Il y a une intention. C'est très rare qu'on va faire un soin sans intention. C'est de faire un soin où on dit, ben moi, je vais harmoniser n'importe quelque chose. Je vais juste regarder la personne, je vais deviner que c'est tel soin qu'il faut faire. En général, plus l'intention est claire, plus l'effet de résonance avec le client va être important, et plus l'effet placebo qu'on veut va se mettre en place. C'est-à-dire que si un soin était 100% placebo, ce serait idéal parce que je fais rien puis la personne guérit automatiquement. En fait, si on peut induire cet effet-là, eh bien, c'est déjà quelque chose d'intéressant pour la personne. La deuxième étape, une fois qu'on a fixé une intention pour le soin, on fait les contacts, mais tout contact en polarité, sont en général des doubles contacts ou du moins des contacts en mouvement. C'est tout double contact ou mouvement dans le corps, c'est une action. Donc, c'est une action qu'on met sur le corps, c'est-à-dire qu'on va faire un double contact et l'énergie vitale, dépendamment du type de contact, va circuler entre les 2 points du contact. Et puis, troisièmement, suite aux soins qu'on fait, suite aux actions, au double contact, aux mouvements qu'on donne au corps, il va y avoir une réaction du corps. Et puis, cette réaction-là peut être des réflexes, peut être une émotion, peut être une manifestation de circulation d'énergie dans le corps, ça peut être de la chaleur, du froid, etc., un frisson, toutes sortes de choses. Et ça, c'est le résultat. Fait qu'en d'autres termes, le soin de polarité, comme à peu près n'importe quel soin de massage, eh bien, il vise en premier lieu à rétablir l'idée que le cycle de vie, c'est un cycle d'idées, d'intentions, d'un soin pratique, c'est-à-dire d'une action, et puis d'un résultat. Si la personne a une énergie qui est bloquée ou un pôle où toute l'énergie est concentrée, le soin comme tel, ça va lui donner à sa conscience l'idée que la vie est un cycle d'intention, d'action et de réalisation. C'est la première chose que la personne va souvent réaliser lors d'un soin de polarité. Elle va réaliser qu'il y avait une intention, il y a eu des actions, elle va ressentir quelque chose, et puis la connexion avec elle-même a des chances de se rétablir parce qu'elle va réaliser ce principe-là, qui est un principe fondamental de la vie. Donc ça, c'est la première chose qu'on vise à faire. Et puis, dépendamment du type d'énergie qui est en déséquilibre, bien, les contacts vont s'adapter en fonction de l'intention qu'on donne aux soins. Mais dans tous les cas, on ne peut pas dire que le soin de polarité, il est neutre. Il vise une action en fonction de l'intention. Parce que j'entends souvent sur Facebook et ailleurs, la polarité, c'est un soin, c'est une intention, il n'y a pas d'intention, c'est neutre. C'est pas neutre. Il y a une intention, on vise un résultat, mais le résultat dépend de la personne parce que c'est elle qui va s'auto-guérir. Nous, on est là comme pour guider le processus en faisant des contacts judicieux. C'est toujours par la conscience que la prise de conscience de la personne, la mise en action de choses que la personne va se prendre en main. C'est-à-dire que moi, j'ai fait plusieurs soins, nos étudiants font plusieurs soins, et puis s'il y a une action qui est posée, une intention, une action, il y a un résultat, le résultat va être durable si la personne se prend en main, se prend en charge et puis décide d'opérer les changements qu'elle a besoin de faire dans sa vie. Si elle ne le fait pas, eh bien, le mal-être, le problème va revenir et puis on a beau refaire le même soin on and on, toujours le même soin, le problème ne disparaîtra pas, va disparaître seulement si la personne en prend conscience et décide de changer sa vie, de se prendre en main. Je dirais que c'est ça la polarité, mais elle n'est pas tellement différente de plein de soins en holistique ou de soins en médecine douce. C'est pas vraiment différent. C'est-à-dire que on peut très bien insérer la polarité dans un massage à l'huile. On peut faire même des méthodes
de deep tissue utilisant les principes de la polarité. On peut utiliser le yoga, des soins autres, du traguer, n'importe quel soin. Un soin, ça pourrait être un soin plus subtil, moins subtil. Tout ça fonctionne très bien. La polarité, comme je disais tantôt, c'est pas un soin exclusif. Il peut l'être dans certains cas, mais en général, ça s'en sert très bien dans différents types de soins. On peut très bien l'intégrer en fasciothérapie, comme par exemple, ou en des petits choux, comme je disais tantôt. Donc, il faut voir la polarité comme un outil vraiment intéressant qui va complémenter ce qu'on fait déjà. Si la personne n'a pas d'approche comme telle, elle peut décider de faire ou décider de faire un cours en polarité, il peut décider de faire des soins de polarité, mais rien ne l'empêche par après de greffer des soins de tambour, des soins de soins sonores ou des soins de deep tissue ou de massage. On voit, par exemple, dans nos corps d'étudiants, des gens qui ont toutes sortes d'approches riches. Ils font des tambours unités avec la polarité, ils font des soins sonores avec la polarité avec des massages à l'huile, du deep tissue, etc. Il y a toute une myriade de possibilités. Donc, c'est une approche qui est versatile, qui est puissante, mais il y a aussi, il faut aussi tenir compte que elle a ses limites dans le sens qu'elle se base sur l'auto-guérison de la personne, c'est-à-dire que on a beau faire les soins qu'on veut, si la personne ne se prend pas en main, mais les effets de la polarité vont être limités, comme à peu près n'importe quel soin d'ailleurs. C'est à peu près ça que j'avais à dire. Bon. Merci, c'est vraiment intéressant, hein? Wow! Merci, ouais, on applaudit. Je ne sais pas s'il y a des questions.